Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs. Donc en vous abonnant à Conflit, en achetant nos numéros en kiosque, vous nous permettez de continuer à nous développer. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi commenter cette vidéo et la diffuser auprès de votre entourage. Et je vous rappelle le numéro de Conflit qui est actuellement en kiosque, dont le dossier est consacré à Donald Trump. Trump renverse la table. Alors nous allons rester dans le domaine américain avec mon invité Ophélie Roch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français et journaliste. Et on vous retrouve aussi dans Conflit et notamment dans ce numéro qui est consacré à Donald Trump. Alors on va aborder un sujet qu'on n'avait encore jamais abordé à Conflit, celui des jeux vidéo. Eh oui. Donc vous voyez que on vous montre aussi des sujets assez variés. Jeux vidéo notamment à travers Elon Musk. Oui. Parce que c'est effectivement intéressant, vous allez voir que le sujet est peut-être beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît de prime abord. On se rend compte qu'en fait Donald Musk est très influencé, pardon, Elon Musk Oui. est très influencé par les jeux vidéo et ça se trouve également dans sa manière de diriger. En fait, c'est ça, je pense, le jeu vidéo ici, c'est pas qu'un simple prétexte. Alors c'est vrai qu'il y a pour une certaine partie des lecteurs de conflit, une sensation que c'est quelque chose peut-être d'un petit peu vain et futile par rapport à la géopolitique traditionnelle. Mais en vrai, les jeux vidéo, pour Elon Musk, c'est pas simplement un passe-temps. Ça a été quelque chose qu'il a construit. Il en parle très très souvent. Et surtout, on sent qu'il explique lui-même qu'il gère ses entreprises en partie parce qu'il a appris de ses pratiques de jeux vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, il a tendance de plus en plus, d'ailleurs il ne s'en cache pas, de dire qu'il gère une entreprise comme il avait fait par exemple dans le jeu Polytopia, c'est un jeu de 2016 qui aide les gens en fait à construire un petit peu, gagner en posant des bases, des choses comme ça. Et et en effet, Elon Musk dit que ce jeu-là, par exemple, lui a appris que pour gagner, il ne faut pas avoir d'empathie. Donc on voit quand même que la pratique des jeux vidéo, c'est pas simplement anodin, ça l'a renforcé dans une manière de penser. Et puis surtout aussi, il le dit lui-même, le jeu vidéo à haute dose, dans certains jeux, c'est ce qu'on appelle des jeux en fait de trial, en fait, c'est-à-dire il faut retenter. Et donc l'échec n'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est-à-dire que l'échec permet, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 échecs de suite. On finit par apprendre de ça. Et quand on finit par apprendre des échecs, finalement on arrive au bout du jeu, on arrive à une réussite. Donc ça, le trial and error, c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup et ça explique aussi pourquoi il n'a pas peur parfois de se lancer dans des projets qui ne fonctionnent pas, parce que tout simplement, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour les Français qui est peut-être un petit peu plus compliqué, parce que rien n'est fait, en tout cas, pour axer les gens sur cette manière de penser. Et lui-même est un très grand joueur. Il y a quelques jeux où il est parmi les meilleurs mondiaux. Ouais, alors ça, c'est sujet à polémique. C'est vrai que lui, il se vend comme ça auprès de sa communauté, notamment il tweet, c'est vrai qu'on ne sait plus comment dire maintenant, mais il poste en tout cas très très régulièrement sur X ses performances, notamment Diablo 4, Pass on Exile, c'est-à-dire ce sont des jeux en fait qui demandent pour vraiment maîtriser le jeu, mais des heures et des heures et des heures de pratique quotidienne. C'est-à-dire que les joueurs professionnels, qui sont souvent des joueurs chinois d'ailleurs, c'est des écuries qui montent des joueurs où ils travaillent 8 à 9 heures pour avoir des bonnes performances. C'est comme le sport finalement. Ah, c'est de l'e-sport en fait, oui. Tout simplement. C'est-à-dire il y a des sponsors, ce sont des athlètes en fait, ils ont des modes de vie qui sont très rigoureux et en effet, au final, ils gagnent des salaires qui peuvent parfois en effet se rapprocher alors pas des joueurs de foot, mais de bons salaires. Hein. C'est-à-dire que ça devient, l'e-sport est quand même quelque chose qui est bien implanté. Et alors le problème d'Elon Musk, c'est que c'est vrai qu'il partage des stats en disant qu'il est le 7e meilleur joueur mondial de telle catégorie sur Diablo 4, qu'il a joué à Elden Ring et qu'il est à des niveaux supérieurs. Le problème, c'est que quand il joue parfois en live devant ses abonnés, certains constatent des erreurs, un peu de débutants. Donc en fait, on pense qu'il pratique le jeu vidéo beaucoup, qu'il n'est pas à des niveaux de compétiteur finalement tel qu'il prétend l'être. Et en fait, on pense qu'il se fait construire ses builds justement par des joueurs pros et qui lui remettent un petit peu clé en main. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il ne souhaite pas
même dans le jeu vidéo, dire qu'il a une pratique ludique ou éventuellement un peu affirmée. Non, non, il veut absolument dire qu'il est le premier. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de sa personnalité aussi. Elon Musk, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup, c'est quelque chose qui a considérablement façonné sa manière de voir le monde, et même dans ses projets, par exemple la voiture Tesla, le Cybertruck, celui qui a une forme très... Très bizarre, oui. Voilà, très étrange. C'est pas le plus élégant de la série. C'est pas le plus élégant, mais c'est un des plus chers, et c'est surtout un de ceux dont il y a eu 200 000 exemplaires qui avaient été en précommandé. Et les gens qui avaient précommandé ce véhicule spécifiquement étaient tous en grande majorité issus de la sphère des jeux vidéo, c'est-à-dire des gens, des gamers. Des gens qui n'ont pas pratiqué le jeu vidéo, en général, vont acheter un autre type de Tesla. Parce que celle-là, elle est très particulière, et il faut savoir qu'en fait, c'est un modèle qui existait virtuellement dans un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, et qu'en fait, il a rendu vrai quelque chose qui, à la base, n'existait que dans un jeu. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que voilà, il prend des éléments du jeu vidéo qu'il aime bien, sa manière de communiquer, je pense notamment à son logo pour le Dodge, par exemple. Il prend toute cette sphère qui est un peu ludique et il en fait du business. Et c'est en ça peut-être sa singularité, c'est de réussir à construire un ensemble, un écosystème qui est cohérent. Je veux dire, pour sa mission pour Mars, il choisit de mettre un dragon quand même pour SpaceX, un dragon. C'est quand même pas forcément tout de suite l'image qu'on a, qu'on pense à la NASA, mais il est capable finalement de mélanger plusieurs mondes ensemble, de les fusionner et de faire quelque chose de très cohérent. En tout cas, pour les gamers, il y a plein de petits easter eggs, c'est-à-dire des petits symboles cachés qui font que ça fédère une certaine partie de sa communauté. Alors on le voit justement par l'iconographie, donc ça va s'afficher à l'écran, donc vous pourrez aussi le voir. On a l'impression d'être un petit peu dans les jeux japonais années 90. Oui, en fait, c'est tout ce qui est... déjà, c'est là où il a dû commencer à pratiquer intensément, donc je pense il doit garder ça un petit peu en tête. Et puis c'est vrai que c'est des jeux sont des jeux qui sont vendus à des grands exemplaires. Le dragon peut faire penser à Skyrim, par exemple, mais peut faire aussi penser à World of Warcraft. C'est-à-dire, il est dans une sphère qui est dans une sphère bizarrement du jeu de masse, c'est-à-dire qu'il Diablo 4, c'est un jeu qui est vendu grand public, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train il ne prétend pas à l'élitisme dans les titres choisis, il prétend à l'élitisme dans les résultats obtenus. Et c'est en ça, à mon avis, que c'est intéressant, c'est que même ses campagnes publicitaires, par exemple, quand il a dévoilé des nouveaux modèles de Tesla, donc ils les font en grande pompe, un peu à l'américaine, mais il utilisait des codes qui faisaient que ça rappelait Call of Duty, par exemple, dans la mise en scène. Donc en fait, il fait ses lancements comme s'il lançait un jeu vidéo à chaque fois, mais ça fait partie aussi d'une stratégie, alors consciente ou pas, de ce qu'on appelle la gamification du réel, c'est-à-dire que par exemple, toutes les tâches du quotidien, qui sont un peu pénibles parce que répétitives, on essaie de le voir sous le prisme du jeu. Par exemple, il y a des applications qui existent très sérieusement pour rendre, par exemple, des choses un petit peu pénibles comme la comptabilité ou des choses comme ça. Vous mettez votre logiciel, votre petit portable, vous téléchargez une application et dès que vous dites que voilà, j'ai fait ma comptabilité aujourd'hui, vous cliquez et ça va vous faire en fait un petit peu comme des Candy Crush, à vous faire des petits écrans, des petites animations et ça vous récompense de quelque chose que vous deviez faire. Et ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il s'inscrit un petit peu dans cette démarche-là. Et c'est finalement une sorte de culture populaire, de culture partagée. C'est une culture partagée. D'ailleurs, je pense que ses plus fidèles le suivent et lui sont reconnaissants. Mais comme il parle aussi beaucoup d'œuvres populaires, même filmiques, je pense à Matrix, tout ce qui est du domaine, il fait souvent 1 ou 2 fois par jour, on a une référence soit à Matrix, soit au Seigneur des Anneaux, soit à un jeu vidéo, soit à une culture, un mème notamment, par exemple le Dodge, le petit renard qui est un petit peu étonnant quand même. Il est très surprenant ce logo parce que c'est quelque chose pour les enfants. C'est ludique. Oui. Et c'est ludique et pourtant il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que, alors et là il a retweeté au moins à l'heure d'aujourd'hui. On va dire à l'heure d'aujourd'hui, il a dû le tweeter au moins entre une bonne douzaine de fois. D'ailleurs, ce logo toujours celui-là. Le petit personnage, en effet, c'est un petit Shiba Inu, un peu stylisé, qui vient en fait d'un mème internet qui avait beaucoup fonctionné il y a une dizaine d'années, qui a popularisé la figure de ce petit chien qui est devenu d'ailleurs l'emblème d'une crypto-monnaie d'ailleurs. Donc il reprend
le même à travers la crypto-monnaie pour en faire le symbole finalement de Doge en fait, de son nouveau ministère. Mais il faut pas se tromper, c'est-à-dire que le petit chien là, il est bien mignon avec son petit drapeau et sa petite bouille, mais derrière en fait, il symbolise aussi d'une certaine manière les coupes budgétaires à venir. Bon, elles ont l'air plus inoffensives comme ça. On dit ça va être gentil, en fait ils vont... Voilà, sauf que de l'autre côté, les gens qui vont subir ces coupes budgétaires, ils auront peut-être pas le même sentiment en voyant ce petit chien. Ce qui est intéressant aussi dans le haut... oui, c'est quoi cette roue crénelée ? Cette roue dentée, alors en effet, ça peut faire penser au machinisme, des choses comme ça. Il y a aussi... Il ne faut pas oublier que Musk, il aime bien mettre des petits symboles partout. Et en fait, cette roue crantée, cette roue dentelée, elle est par exemple très 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 présente dans le jeu Fallout, qui est un jeu de survie post-apo, où Elon Musk a souvent parlé de ce jeu-là, parce qu'en effet, le plus fort gagne, donc il aime bien en fait ce message aussi un petit peu parfois transmis dans les jeux. Et c'est la roue en fait qui sert de sas de sécurité, c'est-à-dire que les gens sont réfugiés à l'intérieur, et donc le sas s'ouvre, la roue s'ouvre, les gens se réfugient, donc voilà. Donc il y a à chaque fois qu'on lit, il y a quand même toujours des petits messages interprétés. Alors pourquoi cette roue-là ? Est-ce que c'est une roue qui se veut protectrice comme dans le jeu ? C'est-à-dire quand vous voyez en général vous êtes soulagé. À pas oublier aussi que dans certains jeux, les refuges sont eux-mêmes devenus des sortes de guet-apens. Donc est-ce qu'il se rend toujours compte de la pluralité symbolique de ce qu'il emploie en fait, parce que ça peut aussi presque être vu comme une menace, c'est-à-dire cet enfermement qui finit que dans les abris de Fallout, les gens commencent à devenir un petit peu sectaires ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui connaissent donc ces jeux et qui ont ces références, ça va leur parler immédiatement. Oui, moi c'est vrai que j'ai une pratique... en fait, assez constante, pas de gamer, mais assez constante du jeu vidéo. Et en effet, dès qu'il fait une référence, je l'aperçois et ça m'amuse. Alors, c'est pas pour autant que j'adhère forcément à tous les messages qui sont véhiculés, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il crée, en tout cas avec notamment, je pense, une partie de la communauté incel, qui est cette communauté de jeunes hommes parfois qui sont un peu des gamers et qui se sentent un petit peu déconnectés de la société telle qu'elle est en train de devenir. C'est sûr que ces gens-là, ils les fidélisent avec ça. Parce qu'on a l'impression que son loisir, qui est souvent décrié, je repense à ce qu'avait dit il y a encore peu de temps Yann Moix, sur si vous avez plus de 25 ans et que vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes un dégénéré. Il y a encore c'est ces gens qui font parfois des messages comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce, qui vont faire que les joueurs vont se sentir un peu isolés et peut-être vont avoir tendance à adhérer à des petits clins d'œil, des petits easter eggs. C'est toute une manière de penser en fait que Elon Musk diffuse massivement, mais si en effet vous n'êtes pas forcément accro ou addict ou ne serait-ce que vaguement intéressé, c'est des symboles dont vous passez à côté. Alors vous ne passez pas forcément à côté du sens premier, mais vous passez en tout cas à côté de tout ce qui fait le sel de ces logos pour des initiés en fait. C'est ça le côté un peu paradoxal des jeux vidéo, c'est que ça fait une quarantaine d'années que ça existe de manière massive. Il y a une industrie très puissante derrière, ça génère beaucoup d'argent. Il y a des concours internationaux et pourtant, effectivement, il y a toujours une image un peu négative en disant, si on caractérise un petit peu, celui qui joue aux vidéos, c'est celui qui est tout seul dans sa chambre, derrière son écran et qui est un petit peu un cas social isolé. Donc il y a une image négative pour une pratique qui est quand même assez massive. Oui, qui s'est banalisée. Après, je pense qu'il y a deux types de pratiques. En fait, quand on voit dans les études, ceux qui jouent le plus aux jeux vidéo, mais un peu style comme Diablo, des choses comme ça, c'est plutôt finalement les trentenaires. C'est-à-dire ceux qui ont connu le jeu vidéo... avec Nintendo et... même plutôt PlayStation 2, et qui sont restés fidèles. En fait, si on regarde bien les jeux vidéo, c'est assez paradoxal. On a d'un côté des industries, par exemple avec le prochain GTA, qui vont coûter des milliards dans la conception du jeu. Et à côté de ça, on a de la jeune génération, et je le vois en tant que professeur, c'est-à-dire que quand vous regardez quel élève joue aux jeux vidéo, il y en a encore certains qui y jouent, beaucoup n'y jouent plus, ou jouent, si vous voulez, à des jeux sur leur portable, qui ne sont pas des jeux narratifs, qui sont plutôt des jeux en fait, qui sont conçus pour une récompense immédiate. Vous avez claqué des petites bulles, vous avez un petit bonbon qui vous est offert virtuellement. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une culture qui est en mutation
elle est de plus en plus presque délaissée de la jeune génération. Et en tout cas, il y a un gros changement de pratique. C'est-à-dire qu'on voit que c'est comme toute industrie finalement, qui est aussi une industrie qui se veut culturelle, les goûts changent. Et c'est vrai que je pense qu'Elon Musk est fidèle en fait à cette pratique qu'il a dû connaître dans les années 2000. C'est-à-dire quand vraiment il y a eu un petit peu l'arrivée massive des mémos et d'une certaine communauté qui a mauvaise presse, parce qu'en effet le gamer on l'imagine toujours en train de jouer dans sa chambre, les volets clos et sans lumière, ce qui est loin de la réalité en fait. Quand vous regardez ceux qui jouent encore majoritairement au jeu, il y a beaucoup de CS++, il y a beaucoup de femmes. Plus de 50% quasiment des joueurs sont des joueuses en fait. Effectivement, on a une image très masculine. Non, en fait, selon les jeux, vous basculez du 30% pour des FPS quand c'est vraiment, c'est-à-dire des jeux de tir ou des jeux de guerre. Mais si vous prenez des jeux de simulation ou des jeux narratifs comme Zelda, on est à parité en fait. On a une parité dans le jeu vidéo, mais on a une parité qui ne se voit pas. Donc, mais ce qui est impressionnant, c'est que le coût de production... C'est plus qu'un film maintenant. D'ailleurs, Ubisoft, qui est une grosse entreprise française, industrie du jeu vidéo, avait ces problèmes-là d'investissement parfois trop massifs qui ne sont pas récupérés. En fait, le problème, c'est que produire des jeux, ce qu'on appelle les AAA, c'est-à-dire les jeux qui sont des grosses productions, un petit peu comme si on regardait les productions des films Marvel, ce sont des productions qui coûtent très très cher. Ça se compte en centaines de millions d'euros. Donc forcément, il faut pouvoir investir sur des années et il faut pouvoir récupérer son investissement. Le problème, c'est que c'est un cercle en fait qui n'est pas que vertueux. C'est-à-dire que les studios mettent énormément d'argent, ils veulent en vendre. Le problème, c'est que comme toutes les astuces ou les recettes qui fonctionnent ont tendance à user à la corde. D'où finalement un certain désenchantement de la part de joueurs qui vieillissent et qui disent on en a marre de jouer toujours la même chose. Donc en fait on est dans une sorte de paradoxe où ça sera très très intéressant de voir l'état du jeu vidéo dans 5 ans. Est-ce qu'il va continuer j'ai presque envie de dire, à devenir un petit peu comme les films de divertissement populaires. Est-ce qu'il va continuer sur cette voie-là avec des investissements massifs et en cas d'échec, des pertes massives, parce que Ubisoft ne fait pas que des succès, il y a aussi parfois des pertes qui sont quand même très très lourdes à gérer. Ou est-ce qu'on va aller vers un jeu qui va essayer de faire un jeu de niche, de plus en plus de niche. Maintenant, il y a plein de jeux narratifs qui sont ultra chouettes, qui sont faits par des petites équipes, qui sont bourrés de références artistiques en leur sein, et qui sont des jeux beaucoup moins chers, qui ne vont pas s'adresser à tout le monde, mais qui vont suffire en fait pour être rentables. Donc, on va voir dans quelques années, le marché va peut-être se redéfinir un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, Elon Musk, lui, est toujours dans une pratique de jeu un peu, j'ai envie de dire, mainstream, c'est-à-dire les jeux qui vont parler à tout le monde. Et aujourd'hui, dans le marché des jeux vidéo, on joue essentiellement sur ordinateur ou toujours sur console ? Alors la console, en fait, c'est un peu différent, parce que déjà, il y a une singularité qui est la Switch, c'est-à-dire cette console qui est un peu plus souvent dans les mains des plus jeunes, parce que les jeux Nintendo sont assez axés sur le convivial. Et puis de l'autre, on a les mastodontes PlayStation, Xbox qui sont encore des consoles de salon. Il y a les jeux PC en effet qui attirent toujours. Mais par exemple, si vous regardez les jeux les plus rentables, ça va pas être des jeux que vous allez acheter sur PC. Ça va être encore des jeux qu'on appelle les free-to-play en fait, c'est-à-dire les jeux qu'on a sur portable qui sont pas chers de base, c'est-à-dire que ils sont gratuits au début. Et puis si vous voulez progresser très rapidement, vous devez mettre 2 euros là, 2 euros là. Et bizarrement, ce sont ces jeux-là qui rapportent le plus. C'est-à-dire les jeux qui rapportent le plus sont les jeux gratuits. Mais gratuits, faussement gratuits. Et par exemple, moi je sais que j'ai des élèves qui jouent à Fortnite. Je sais que certains, quand ils me disent ce qu'ils ont dépensé sur les années, parce que ce sont des jeux qui arrivent à fédérer pendant presque des décennies, c'est vraiment massif. Il y a des générations Fortnite comme il y aura eu des générations Mario, c'est-à-dire on est dans un marqueur culturel. Ils ont dépensé 300-400 euros sur plusieurs années. C'est énorme pour finalement du cosmétique. Mais non, c'est intéressant de voir la répartition. Et les plus jeunes ne sont pas toujours ceux qui jouent à la console. C'est quelque chose presque de passé maintenant. Et donc, ils vont jouer sur leur téléphone. Sur leur téléphone, en général, sur le téléphone, ou de temps en temps, très épisodiquement, si certains ont des grands frères, ils prennent la console du grand frère. Certains jeunes hommes achètent encore des consoles. Les jeunes femmes commencent à partir de la console. Elles jouent toujours aux vidéos, mais pas forcément sur les grosses machines comme PlayStation 5, qui sont en plus des investissements financiers. Ça coûte quasiment 500 euros, donc les jeux sont à 70 euros. Et c'est ça aussi qui va peut-être poser problème pour les joueurs, c'est-à-dire que les jeux coûtent
coûtant de plus en plus cher, les tarifs de jeux vont augmenter de plus en plus. Il serait intéressant de voir notamment la tarification de GTA 6. Les jeux vidéo se vendent à peu près 70 €. On pense que GTA 6, qui aura coûté plus du milliard de développement, va se vendre peut-être 100 €. Ce qui sera, est-ce que les gens vont faire le pas? Est-ce qu'ils vont... Ça va être intéressant parce que si les gens vont faire le pas, on va aller vers une industrie qui va de plus en plus se radicaliser dans des énormes projets en fait. Oui, parce que ça veut dire aussi que ça devient un produit culturel onéreux. Alors ça a toujours un petit peu été quand c'est Oui, apparu. c'était toujours un petit peu quand même. Ouais. Il y a quand même un investissement, il fallait le matériel, etc. Mais là, on voit qu'en fait, il va y avoir une distinction entre ceux qui vont acheter le jeu peut-être à 100 € et puis ceux qui vont faire du gratuit, mais du faussement gratuit. Ouais. Oui, en fait, d'ailleurs, c'est pas. D'ailleurs, si on regarde les dépenses à la fin, le faussement gratuit, je suis pas sûre qu'il soit toujours plus finalement. On peut dépenser plus que voilà. jeu à 70 €. Mais c'est vrai qu'on est sur des achats en fait où c'est pour ça que le jeu en fait quitte un peu sa sphère enfantine. C'est parce que déjà, un enfant, bon, si vous avez un peu d'argent de poche et que vous pouvez vous acheter à l'époque, je me souviens, c'était déjà cher, mais bon, vous avez pour 30 €, vous avez l'équivalent d'un jeu, donc c'était faisable. Bon, maintenant, 100 €, il faut quand même en avoir des petites enveloppes d'argent de poche pour les cumuler, pour s'en acheter. Donc forcément que rien que ça élève un petit peu l'âge du public en fait. On parle aussi beaucoup de jeux éducatifs. Alors ça, c'est quelque chose, notamment dans l'enseignement et notamment les matières d'histoire. Il y a des personnes qui développent des jeux ou qui essayent d'expliquer aussi l'histoire à travers les jeux. Ça, c'est des choses qui fonctionnent. En fait, ça, bizarrement, ça se faisait plus avant. Maintenant, il y a de moins en moins de jeux typiquement, comment dire, ce qu'on appelait en effet apprendre dans les jeux. Il y en a encore, mais c'est plus un marché qui est aussi développé. En revanche, ce qui existe, ce sont des jeux vidéo, par exemple, un petit peu tout ce qui est civilisation, des choses comme ça, des jeux vidéo qui parlent de l'histoire, qui vous font apprendre des choses historiques, parce que vous pouvez avoir des petits didacticiels avec des petites pages de notifications historiques, mais ce sont des jeux vidéo qui ne s'adressent pas forcément aux enfants, c'est plutôt pour les adultes, par exemple, qui ont envie de jouer à un univers qu'ils aiment bien en approfondissant telle ou telle période. Donc c'est vrai que les jeux peuvent être très très pointus sur certains domaines, les jeux peuvent être très très riches dans leur relecture de l'histoire. Moi je pense notamment à tous ces jeux vidéo qui parlent de la peste noire et qui le réinterprètent à chaque fois d'une manière différente, et c'est assez intéressant de voir que parfois certaines données confirment, elles sont vraiment basées sur la progression de la peste en suivant des épidémiologistes comme ils ont expliqué, donc ça c'est intéressant de voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les jeux français, les jeux vidéo qui viennent d'un écosystème français, très très souvent parlent d'histoire et très très souvent parlent même d'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des jeux qui sont faits par des petites maisons de production, qui ont eu des gens, des game designers, qui sont parfois passés par les écoles d'art pour se former. Et du coup, ils emportent avec eux tout un bagage qui est très très plaisant. C'est-à-dire que dans par exemple un jeu qui s'appelle Plague Tale, vous baladez dans une Europe, dans une France même en proie à la peste, mais vous êtes bercé tout le temps d'une reconstitution qui se veut le plus fidèle possible, dans les cadres ludiques certes, mais quand même, il y a une volonté, il y a un souci de bien faire. Et ça, je pense que c'est en ça que le jeu vidéo peut atteindre sa maturité, c'est-à-dire proposer une vision d'un environnement donné, qui soit une vision, comme a pu le faire Ubisoft par exemple dans ses jeux, qui se base avec un travail d'historien. Et ils consultent les historiens, ils essayent de faire des choses avec eux. Alors certes, il y a forcément, comme c'est un jeu, il y a un côté ludique, mais j'ai envie de vous dire, comme dans un film, il y a un côté aussi ludique, même si vous voulez faire un film d'histoire. Donc ça, c'est peut-être assez intéressant, c'est de voir que plutôt que d'un narratif purement scolaire, la narration de l'histoire, elle est peut-être plus faite pour les adultes maintenant. Il y avait eu ce cas, je ne sais pas si c'était Call of Duty ou un autre, qui avait pris Notre-Dame de Paris pour l'intégrer dans le jeu vidéo, et ça avait été utilisé ensuite lors de la reconstruction, parce qu'ils avaient fait je pense que c'était... alors, je pense que ça devait être sur Assassin's Creed. Ah, c'est celui-là, oui, exactement. Parce qu'en effet, ça se passait pendant la Révolution française à Paris, et ils avaient modélisé un travail conséquent avec des historiens, toute la charpente de Notre-Dame. Et en effet, ce sont des jeux en fait, qui numérisent parfois pour souci de véracité historique. Ils essayent de faire au mieux. Donc c'est pour ça que le jeu vidéo est loin d'être simplement une reconstitution
toujours fait à la va-vite. C'est pas vrai du tout. Au contraire, les gens prennent du temps pour modéliser parce que il faut qu'il y ait un sentiment aussi de voyage. C'est-à-dire que beaucoup de gens voyagent à travers les époques et ça, c'est quand même pas anodin. À l'inverse d'un film qui dure 2 heures, vous n'êtes pas imprégné de la même manière quand vous vous baladez dans une reconstitution historique qui va durer 60-70 heures. Forcément que vous allez ressentir les choses autrement. Et c'est vrai que parfois, en effet, le travail avec les historiens et ces procédés de numérisation peuvent en effet peut-être permettre de sauver des choses en cas d'accident et d'avoir des choses déjà pré-numérisées qui peuvent servir peut-être pour des historiens de l'art après à reconstituer de manière un peu plus précise, mais en se basant quand même sur des premières esquisses qui sont cohérentes. Il y a également la ville de Venise dans Assassin's Creed qui a été largement utilisée. Oui, Florence aussi. Florence. Oui, et alors pour le coup, c'est des jeux qui datent un petit peu parce qu'ils datent de 2010-2012, je crois. C'est très vieux à l'échelle du jeu vidéo. À l'échelle du jeu vidéo, alors oui et non, parce que finalement, quand on y rejoue, ça fait partie des préférés de la franchise. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez enthousiasmant à se balader dans la Venise du 15e siècle, je crois. Je ne sais plus la date exacte, le jeu, j'ai joué il y a longtemps. Mais je me souviens aussi d'avoir eu un choc esthétique en regardant la cathédrale reconstruite de Florence qu'on peut parcourir librement. Il y a quelque chose de jouissif quand même à se dire qu'on est sur les toits d'un monument qui est suffisamment bien fidélisé pour qu'on ait cette impression d'authenticité. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est aussi une manière, d'avoir une connaissance de l'art un petit peu ludique, mais qui peut faire des vrais chocs esthétiques. Moi, je me souviens de certains jeux où j'avais été troublée, notamment dans Dishonored, qui est fait par un studio français, d'avoir vu un masque africain qui avait été numérisé en plein milieu du jeu pour servir de décoration, un petit peu comme ce masque-là, finalement, et d'avoir un choc esthétique en me disant « mais je l'ai déjà vu dans un musée ». Et en fait, ça crée, si vous voulez, une dimension supplémentaire. Ça crée, en fait, c'est de voir la culture officielle intégrée dans un jeu vidéo et qui est, si vous voulez, un petit peu un clin d'œil aux gens qui passent. Et du coup, c'est assez touchant. C'est comme ce système dans tous les jeux post-apocalyptiques, c'est-à-dire qu'il se passe après une explosion où la Terre est dévastée, que je pense à The Last of Us ou j'en pense à d'autres jeux. Vous avez toujours la séquence qui se passe dans un musée. Toujours. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois, il y a ce bilan de la culture. Et toujours dans ce musée, vous allez avoir des vraies œuvres qui vont être numérisées. Donc c'est assez troublant en fait aussi quand vous explorez quelque chose et que vous voyez des fragments de la culture réelle qui sont implantés tout simplement dans quelque chose qui est une reconstruction de la réalité. C'est amusant parce que ça renvoie aussi à la réflexion sur le tourisme. On dit le tourisme de masse, donc peut-être que c'est pas nécessaire qu'autant de monde vienne, par exemple à Florence. On va pouvoir numériser, puis les gens verront depuis chez eux. Finalement, c'est ce que font les Jeux Olympiques, les jeux vidéo, depuis pas mal de temps. Oui, depuis pas mal de temps. Et puis c'est vrai qu'il y a maintenant en plus, alors il y a 2 options, c'est-à-dire que soit ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle des environnements générés de manière un peu procédurale, c'est-à-dire cette fois-ci ils vont peut-être utiliser Google Maps, par exemple, pour voir la structure exacte des villes et plaquer un revêtement numérique. Ou alors, tout simplement, essayer de créer de l'imaginaire. En fait, le jeu vidéo, il se rapproche de plus en plus de la réalité. Et c'est assez troublant, par exemple, de voir pourquoi aussi, il faut peut-être interroger, pourquoi est-ce que les gens adhèrent à ces jeux qui sont des jeux de grande ampleur, qui permettent une reconstitution un peu comme une maison de poupée de leur univers et qui veulent leur univers fidèlement retranscrit, c'est-à-dire que le prochain GTA 6, ça sera Miami, ils vont retranscrire la ville de Miami. Vous pouvez être certain que dès le lendemain de l'apparition du jeu, il y aura plein de gens sur les réseaux sociaux qui vont prendre une photo du jeu et puis une photo de la ville en disant « Regardez, c'est aussi un jeu », c'est-à-dire que ça fait partie, je pense, de cette gamification du réel, c'est-à-dire de rendre les objets ou les rues, les villes qui nous entourent, de faire un clin d'œil récurrent et de peut-être aussi forcer les gens d'une certaine manière à regarder leur réalité différemment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit côté, un petit peu « ça, je l'ai vu là » et quand vous découvrez le réel, il y a toujours un peu un sentiment nostalgique parce que ce réel-là, vous l'avez exploré au départ virtuellement, en fait. Merci beaucoup, Ophélie Roch. D'être venue au micro de Conflit. Peut-être qu'un jour, Conflit sera un jeu vidéo. Je vous le souhaite. Voilà, si on trouve avec Ubisoft ou d'autres. En tout cas, c'était très intéressant de voir cette facette d'Elon Musk et de voir aussi
cette importance de l'industrie des jeux vidéo qui est très loin d'être quelque chose d'anecdotique ou de futile. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver les autres émissions de Conflit sur la chaîne YouTube de Conflit, également en podcast, puisque la partie sonore est diffusée en podcast. Et puis, évidemment, le magazine et notre site internet revueconflit.com. À très bientôt.